Moi, le problème que j'ai avec les certifications, problème entre guillemets, et puis tout ça se discute bien sûr, c'est que je pense que beaucoup de personnes vont les faire pour les mauvaises raisons. Parce que la certification, ça reste, qu'on le veuille ou non, ça reste quelque chose d'assez théorique. Et c'est pas un vrai projet. Quand tu vas voir quelqu'un, un expert technique, qui a fait 20 projets, qui va te poser une question, il a eu une problématique la semaine dernière, très concrète, que tu n'auras pas vu dans la certif, et tu vois, ça va faire un petit peu un décalage. Mais en fait, de plus en plus, on peut le scripter dans Power BI, puisque maintenant, Power BI est ouvert d'un point de vue code. Power BI devient du code avec TMDL, avec toutes sortes de choses que je vais pas détailler. Et si tu mets une petite couche d'IA, une petite couche d'agent, là, il y a vraiment comme des choses qui peuvent te faire gagner du temps. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à l'écosystème tech, data et IA, animé par des professionnels et des passionnés du domaine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Eisenberg. Bonjour Benjamin. Salut Michael, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être venu, j'espère que tu vas bien. Parfaitement, et toi ? Ça va super de mon côté, je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Qui l'aurait cru que je recevrais un jour dans ce podcast la personne que je suivais il y a quelques années pour prendre du galon avec le langage DAX. Et voilà, aujourd'hui, du coup, j'ai la chance de pouvoir te recevoir dans le podcast. On va parler de plein de sujets différents. J'ai préparé un programme assez riche. On va parler de ton parcours en tant qu'expert Power BI, de tes différentes expériences, des postes que tu as pu occuper, mais aussi de plein de sujets que tu as l'habitude d'aborder, comme les solutions IA appliquées au domaine de la data, des certifications, de Fabric aussi, bien sûr, qu'on mentionne de plus en plus. On a un programme vraiment riche que j'ai hâte de découvrir avec toi aujourd'hui. Parfait, moi aussi j'ai hâte on y va. Et avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter, Benjamin? Je demande ça à tout le monde, histoire qu'on puisse mieux te connaître. Moi, je te connais déjà un peu à travers tes vidéos et tes posts, mais si jamais quelqu'un atterrit sur ce podcast et ne te connaîtrait pas. Ouais, avec plaisir. Effectivement, comme tu l'as dit, je m'appelle Benjamin Eisenberg, je suis consultant et formateur, et je me suis intéressé depuis maintenant plusieurs années à Power BI et à aider les entreprises à mettre en place leur reporting, c'est-à-dire leur dashboard. Ça, c'est un peu la finalité, créer des dashboards. Et derrière tout ça, évidemment, il y a un travail pour nettoyer les données, transformer, automatiser. Et au final, aider les clients à fiabiliser leur prise de décision, à clarifier leur reporting, qui peut prendre maintenant différentes formes. Et je partage beaucoup de contenu, donc à la fois sur LinkedIn, également sur YouTube. Et m'intéresse également de plus en plus, on a je pense des sujets en commun, de plus en plus à Fabric et aussi à l'intelligence artificielle au sens large. On pourra y revenir. Tout à fait. Est-ce que tu peux te dire d'où tu viens géographiquement parlant, histoire qu'on puisse avoir une idée? Oui, bien sûr. Moi, je suis français. Je viens de l'Île-de-France, plus spécifiquement des Yvelines, donc à l'ouest. Moi aussi, Toi aussi. un frère yvelinois. Donc c'est ça. Je viens des Yvelines. Après, j'ai un parcours assez classique. Donc j'ai étudié en Île-de-France. J'ai vécu à Paris pendant plusieurs années. Et ensuite, je me suis expatrié au Canada, à Montréal maintenant depuis plusieurs années également. Top. Tu as parlé vite fait de tes études, mais est-ce que tu peux nous détailler un peu ton parcours scolaire en termes d'études, par exemple? Ok, parcours. Ça commence à remonter un petit peu, mais oui, Ouais. j'ai un parcours plus ou moins classique. J'ai fait une école de management qui est orientée, en France, on appelle ça les systèmes d'information, donc dans l'IT, la gestion de projets informatiques au sens large. Ça fait maintenant 10 ans que je suis sorti de l'école. Je suis ensuite tombé dans la data, puisque j'ai, à travers des missions en tant que consultant, j'ai été exposé à différentes technologies. Je me suis dit, tiens, c'est super intéressant la data, il y a environ 8 ans maintenant. Et donc, j'ai renforcé cet aspect-là. Et à l'époque, j'ai suivi un bootcamp de Polytechnique. Bon, maintenant, il y a OK. énormément de bootcamps, mais quand moi je l'ai suivi, il n'y en Ouais. avait pas autant, mais c'est parce que c'était il y a 6 ou 7 ans. Le bootcamp Polytechnique existe encore maintenant qui s'appelle, je pense, intelligence artificielle, mais à l'époque, on appelait ça data science. À l'époque, on parlait énormément de data science et de machine learning. Et donc, j'ai suivi ce bootcamp. Ça m'a permis de progresser sur Python, sur SQL, sur plein de sujets plus techniques.
Et c'est ça. Et ensuite, j'ai continué. Là, je fais la suite du parcours scolaire, hein, si tu me permets, mais Bien sûr. j'ai continué donc dans le conseil. Et puis, j'ai fondé ma société. J'ai monté ma boîte maintenant il y a 3 ans. Top. Bah, c'était justement la question que j'allais te poser, c'est à la suite des études, comment ton parcours a évolué, les différents rôles que tu as pu occuper? Donc après ta formation avec Polytechnique, tu as pu, travailler en tant que consultant, c'est ça? Ouais, exactement. Alors moi, j'étais consultant pendant environ 8 ans, Ah oui. ce qui fait en sorte que bah, j'ai été exposé à plein de contextes, Ouais, plein de technologies différentes. C'est extrêmement formateur d'être dans un cabinet de conseil. Euh, Pas seulement sur la partie technique, évidemment, bah, c'est super intéressant. Tu vois, il y a 5 ans, quand j'ai été dans un groupe du CAC 40 et qu'on faisait du Power BI, bah, j'étais déjà exposé à des super bonnes pratiques, à des infrastructures tout à fait. intéressantes. Mais aussi, ça t'apprend, enfin moi, ça m'a appris bah, comment euh, discuter avec des clients, comment organiser des projets, comment faire des présentations, comment vendre aussi. J'ai été exposé à certains process de vente. Donc c'est aussi super formateur de ce point de vue-là. Et j'imagine que c'est pendant cette expérience que tu as pu découvrir le monde de Power BI? Ouais, exactement. Donc alors, j'ai travaillé sur plusieurs technologies plus ou moins concurrentes, mais ouais, j'ai eu plusieurs expériences sur Power BI à cette époque-là. Effectivement, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis ça a pris ensuite quelques années avant de me spécialiser. Ouais. Et tu es resté dans la même entreprise pendant ces 8 ans ou tu as pu un peu, explorer plusieurs entreprises différentes? Ouais, ouais, j'étais essentiellement la même entreprise, ouais. Mm. OK, Euh, top. Tu parles en tant que client ou en tant que... J'ai envie de te dire les 2. Moi, j'aime bien faire le parcours complet, Ouais. de Donc en fait, moi, bah, quand on est consultant, moi j'étais consultant dans la même boîte, mais bah, tu passes sur différents projets, sur différents clients. OK. Donc oui, j'ai forcément été exposé à différents secteurs, et c'est ça qui est aussi puissant quand tu es dans le conseil. Ouais, c'est Mm. ça. C'est une opinion que je partage aussi, le fait de travailler en ESN, ça nous permet de voir plein d'industries différentes à travers les missions dans lesquelles on intervient et c'est super pratique pour, du coup, rapidement monter en compétences, voir plusieurs industries différentes. Je suis aussi, passé par là. Parfait, bah, merci pour ce petit récapitulatif de ton parcours. Très content que tu viennes des Yvelines comme moi et ouais et je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit, c'est, par rapport à l'évolution des termes qui sont utilisés dans notre domaine. Aujourd'hui, on parle d'IA à tout va, d'intelligence artificielle. Avant, on parlait de data science, et de machine learning. Avant ça, on parlait aussi de data mining, c'était l'autre terme qu'on utilisait. Ça m'a toujours fait rire un peu cette évolution des termes tous les 5-10 ans. Peut-être que dans 20 ans, on n'utilisera plus le terme intelligence artificielle, mais je sais pas, on parlera de robots directement, que sais-je, d'agents. Ok. Euh, alors, comme tu le sais, je suis un grand friand de tes vidéos. Ça fait un moment que je les suis. J'ai commencé à les suivre moi il y a quelques années pour apprendre le langage DAX à l'époque où je m'en servais. Aujourd'hui, plus trop pour être honnête, je suis plus passé sur la partie Python SQL. Et du coup, tu as pu partager pas mal de vidéos intéressantes. Il y en a une dernièrement que j'ai vue qui était au sujet des certifications. Tu avais publié une vidéo où tu donnais ton avis sur les certifications Power BI et donc la PL300. Et moi, je voudrais, que tu puisses nous repartager ton point de vue sur les certifications Power BI ou même, j'ai envie de dire, les certifications IT de manière générale. Parce que alors moi, j'ai vu la vidéo, mais je sais que ce que tu as dit, pour moi, grosso modo, ça pouvait être appliqué à toutes les certifications dans l'IT au final. Si je pouvais avoir Ouais, ton point de vue là-dessus? ouais, bien sûr. Bah, en fait, là, le sujet qui se pose, c'est que dans mon domaine, qui est Power BI, qui est ton domaine aussi, hein, au sens large, il y a énormément de personnes qui se forment parce que c'est un outil qui est incroyablement accessible par rapport à il y a 5 ans. Tu regardes, je veux me lancer dans BI il y a 5 ans, les technologies sont propriétaires, il faut des licences très chères, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut installer Power BI, et donc ça fait en sorte qu'il y a énormément de gens qui se forment à Power BI, qui vont dans des bootcamps et qui mettent sur leur CV, bah, je maîtrise Power BI. Un peu comme on mettait il y a 10 ans Pack Office. C'est que ça Ouais. devient quand même ça devient un standard, même pour des gens business qui sont, je sais pas, en comptabilité, en contrôle de gestion, en RH, en ce que tu veux. Et donc, il y a une question qui est comment, moi qui ai passé des années
tu sais, à développer mon expertise, comment je peux me montrer. Et je parle en tant que professionnel, comment on peut démontrer notre expertise. Et donc, c'est un peu un incontournable. Je suis curieux aussi que tu partages ton avis, mais c'est quand même un sujet qui est difficile à, à ne pas voir sur le marché, la question Tout à des... fait. C'est des comme certificats. le Excel, hein, où tout le monde met Excel sur son CV, peu importe son rôle, et j'ai l'impression que Power BI est une ligne qu'on va ajouter en plus et qui est un prérequis, en fait, pour beaucoup de métiers où on fait de l'analytique au sens large, donc de la comptabilité, par exemple, et cetera, et voilà, moi-même, aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui occupent des rôles non techniques qui, du coup, finissent par faire du Power BI parce qu'ils ont, voilà, ils en ont besoin pour telle tâche. Et donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, Power BI, c'est vraiment un prérequis, pas forcément Power BI, mais vraiment un outil de data viz. Ça reste, voilà, un prérequis dans beaucoup de rôles. Et donc, pour revenir aux certifications, moi, je trouve ça super intéressant, les certifications. Moi, j'avais passé, par exemple, sur Power BI, la plus connue, c'est la PL 300, que j'avais passé il y a plusieurs années. Euh, et c'est super intéressant de passer la certification parce que ça te force à revoir tes compétences de façon exhaustive. Alors là, je parle des certifications éditeurs qui demandent un investissement. Faut déjà avoir faut déjà payer son passage, etc. Je parle pas évidemment des badges. On peut avoir des badges sur plein de plateformes plus ou Ouais, moins contrôlées. Ça, c'est autre chose. Je parle des certifications éditeurs et je pense que toi aussi tu parles de ça. tout à fait. Euh, et donc, moi, je trouve que c'est super intéressant parce que moi-même, quand j'ai passé la certification PL300, j'ai appris plein de trucs. Plein de trucs. Je me suis dit, en fait, c'est facile. Moi, j'ai fait plein de projets. J'ai commencé à me préparer. J'ai vu qu'il fallait avoir au moins 70%. J'ai évidemment regardé des exemples de questions et je me suis dit, tiens, il y a des trucs, j'ai jamais. Par exemple, sécurité OLS, je sais pas ce que c'est, tu vois. J'ai l'humilité à l'époque de dire, ok, je sais pas ce que c'est parce que je l'ai j'ai jamais eu besoin de ça sur le terrain, même chez des très grands clients, j'ai jamais vu ça. Et donc, déjà, tu apprends des nouvelles choses. En tout cas, moi, à chaque fois que je me suis préparé à une certification, ça m'a forcé à me remettre au niveau, même sur des trucs que je crois connaître déjà parfaitement. Si je peux me permettre, moi, j'ai eu la même réflexion et c'était plutôt avec le mode direct query que j'utilisais rarement et il y avait énormément de questions en lien avec le direct query dans la PL 300, donc j'ai dû, quelque part me mettre à niveau là-dessus. Donc ouais, Ouais, j'ai aussi eu ce sentiment. ouais, c'est un autre exemple très pertinent. En fait, comme tu dois avoir toute la chaîne d'un projet en tête, ça te force à regarder des sujets que t'as pas vus, pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu n'en as jamais eu besoin. C'est ça. Mm. Moi, le problème que j'ai avec les certifications, problème entre guillemets, et puis tout ça se discute, hein, bien sûr, c'est que je pense que beaucoup de personnes vont les faire pour les mauvaises raisons. Exemple, je vais faire un stage Power BI, et c'est très bien, faites des stages Power BI, moi-même j'en anime. Je vais passer 5 jours sur Power BI, et le dernier jour, on va préparer la certification, on va bachoter, et puis souvent on va te donner le voucher, on va te donner le bon pour passer la certification. Puis, tu as de fortes chances tu n'es pas sûr de l'avoir, il y a des gens qui l'ont pas, soyons honnêtes, mais tu as quand même de fortes chances de l'avoir si tu t'es préparé comme ça. Et, euh, et d'après moi, c'est pas forcément la bonne approche, surtout si derrière tu vas aller chercher des entretiens techniques où tu peux avoir des faiblesses en fait. Parce que la certification, ça reste, qu'on le veuille ou non, ça reste quelque chose d'assez théorique Ouais. finalement. Et c'est pas un vrai projet. Quand tu vas avoir quelqu'un, un expert technique qui a fait 20 projets, qui va te poser une question, il a eu une problématique la semaine dernière très concrète que tu n'auras pas vu dans l'assertif, et tu vois, ça va faire un petit peu Ouais. un peu un décalage entre ah ouais, je suis certifié, je suis top niveau, et en fait, tu vas te faire recaler peut-être sur une question qui est pas forcément trop difficile du point de vue en tout cas du recruteur technique. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Mm. personnes qui sont poussées, à passer les certifications plus vite d'un point de vue recrutement. Tu sais, dans les fiches de poste, ils demandent souvent, par exemple, pour un poste de développeur Power BI, la certification PL 300 en prérequis absolu. Donc, beaucoup de personnes ont cette réflexion de se dire: «Bah, je vais la passer au plus vite, quitte à ce que je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle là-dessus. Comme ça, c'est bon, j'aurai mon petit badge, à mettre sur le CV et comme ça, je pourrai passer éventuellement des filtres RH qui font que, j'aurai la PL 300 et mon CV sera lu, quoi, d'une certaine manière». C'est, le ressenti que j'ai eu de la part de pas mal de personnes qui ont du coup fait ce que tu décrivais, hein, qui sont très vite allées passer la certification.
C'était plus d'un point de vue RH. Mais sinon, je suis d'accord, c'est vrai que voilà, ça reste des certifications qui sont quand même assez théoriques, qui ne sont pas forcément représentatifs du monde réel. Et que voilà, malgré qu'on ait la PL 300, on peut toujours avoir du mal à développer des solutions type entreprise production ready. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses, toi. Non, mais c'est une très bonne motivation et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'ai passé la certification à l'époque, il y a plusieurs années. C'est parce que je me suis rendu compte que pour certains mandats, pour obtenir certains mandats, enfin certaines missions ici, par exemple, où j'étais à Montréal, bah, il y avait un filtre automatique qui était, en fait, Ouais. le client demandait, bah, quand il engageait une firme de recrutement, il disait, bah, moi, j'ai des critères. Un critère, c'est PL300. Donc, quelque part, ça force le marché à faire ce changement de dire, bah, moi, je dois montrer ce signal-là que j'ai la PL300. Et vraiment, c'est une bonne motivation. Mon seul point d'attention, c'est ne pensez pas que si vous passez la PL300, vous avez atteint un niveau expert. Vous avez juste le niveau de base pour être présent sur le C'est marché. ça. Les fondamentaux, peut-être. Mm, mm, Mais oui, tout à fait. mm. C'est donc qu'on soit clair, au niveau de nos éditeurs, on recommande bien sûr de passer les certifications. Oui, C'est oui, vraiment oui. une très, très bonne idée et même ça vous permettra d'apprendre plein de notions que vous ne connaissez pas forcément. On a parlé tout à l'heure avec Benjamin, voilà, moi, il y a par exemple le direct query où, enfin, j'avais vraiment jamais mis le nez dedans et en fait, c'est en m'entraînant pour la certification que j'ai fini par m'y mettre et d'ailleurs, ça m'a servi des années après parce que, aujourd'hui à l'ère de Fabric, alors c'est un autre sujet, mais, je fais pas mal de sujets real time et en fait, bon, pour la faire courte, on doit faire du direct query avec le real time pour une raison technique et du coup, au final, j'ai fini par m'en servir des années après. Donc, Mm. voilà, En ça reste fait, quand même intéressant. Ouais, exact. Et en fait, le process de certification, si c'est pas du bachotage, puisque, spoiler, vous pouvez bachoter la certification pendant 24 heures et l'obtenir. Voilà, on peut le dire à tout le monde. Tous tout à les gens fait. qui m'envoient des messages, comment avoir l'appel 300, c'est facile, vous faites bachoter une journée et l'obtenir. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le processus de je me crée une checklist, projet, et c'est super facile à faire. Il suffit d'aller sur le guide officiel Microsoft, il y a les 70 points de contrôle ou 80. Et ce processus-là que tu es en train de décrire d'une certaine façon, il te force à passer certains sujets et plus tard, effectivement, ça peut te servir. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec l'ère de l'IA, on peut même encore s'entraîner beaucoup plus facilement. On passe le programme enfin, les critères d'évaluation de la certification. On demande à l'IA de nous interroger sur différents sujets. Je connaissais une personne qui avait 2 heures de route à faire chaque fin de semaine et mettait, tu sais, le mode discussion de son ChatGPT dans son téléphone, dans sa Ouais. voiture, et du coup, il discutait avec l'IA qui l'entraînait pendant qu'il roulait à passer une certification. Je trouvais ça vraiment intéressant comme manière de faire. Donc voilà, bah top, merci pour ton point de vue sur ce sujet-là et c'est un point de vue que je partage aussi. Donc en résumé, passer des certifications, c'est super important, mais là je m'adresse surtout aux recruteurs, gardez aussi en tête que voilà, c'est pas non plus, une preuve absolue que la personne qui possède cette certification est, un génie absolu de la solution. Heu, donc voilà, mais ça reste quand même un bon moyen de se dire que cette personne a au moins probablement des fondamentaux sur l'outil en question et c'est un minimum de quoi elle parle. Mm. Top, merci, Benjamin pour cette réponse. Alors ensuite, je voulais te demander, bah, on en a parlé rapidement au début, mais les solutions IA aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes dans notre écosystème et de mieux en mieux intégrées à Power BI, notamment avec tout ce qui est agent IA, Claude et cetera, serveur MCP. Je voulais demander, bah, ton regard sur cette évolution. Alors là, c'est vraiment une question large, hein. Je voulais savoir si selon toi, est-ce que, bah, toutes ces, nouveautés qu'on a, ça représente selon toi un vrai progrès technique dans notre secteur? Ou alors il y a beaucoup de choses tendancieuses qui finiront par, s'estomper peut-être? Ou même un mélange des 2. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Je sais que c'est une question très large. Ouais. En fait, bon, moi, je suis hyper enthousiaste. Je fais partie de l'équipe qui adore tout ça, hein. Et donc, je passe des heures et des heures toutes les semaines à tester tout ce qui peut sortir. Donc déjà, mon point de vue, c'est que il faut tester. Il y a plusieurs difficultés avec cette question d'après moi, mais je suis curieux aussi d'avoir ton avis. Premièrement, il y a énormément de bruit marketing.
C'est-à-dire que Ouais. tout le monde veut vendre sa solution. Donc, bon, Microsoft est bien positionné là-dessus d'un point de vue, je parle marketing, c'est-à-dire, enfin, bien positionné, les gens en jugeront, mais Copilot, moi, ils nous ont sorti Copilot à toutes les sauces, dans tous les environnements possibles et imaginables. Et on voit la vitesse que ça a sur certains aspects, même dans Fabric. Je sais pas, peut-être tu voudras en parler, tu es plus expert que moi. C'est un vrai sujet. Donc déjà, il y a tout ce marketing, toute cette urgence. Mettez-vous à l'IA, sinon demain matin, vous serez, vous allez perdre votre job, vous allez être remplacé, etc. Qui est un peu, qui est un peu exagéré souvent. Je sais pas si tu partages ce point de vue-là. En tout cas, qui crée une Tout à fait. urgence, qui crée beaucoup d'urgence artificielle, parce qu'on se rend compte au final que, tu vois, il y a 3 ans depuis ChatGPT, les choses ont beaucoup changé, mais au final, les standards de BI sont toujours là, les façons de travailler ont changé, mais elles sont toujours là, etc. C'est, le sentiment, le fear of missing out, le FOMO. C'est, un sentiment qui est très, très poussé et qu'on ressent tous, à la vue de, tous les discours marketing qu'on entend. À chaque fois qu'il y a une nouvelle solution IA qui apparaît, il y a tout le monde qui en parle, il y a tout le monde qui dit: «Voilà, ça c'est le futur, si on met pas le nez là-dedans, on va se faire remplacer dans 2 ans». J'ai entendu ce genre de discours depuis l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, si je dis pas de bêtises, Mhm. et pourtant j'ai pas l'impression que grand chose ait changé, très sincèrement. Voilà, donc Alors, y a enfin grand chose ait changé d'un point de vue technique, oui, on voit quand même, ok. quelques progrès, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je connais pas encore un développeur qui s'est fait remplacer, quoi, c'est ça que je veux dire. Ok. Alors, ça, c'est le premier point qui me gêne, c'est tout ce qui est marketing et qui fait en sorte que parfois on crée des peurs ou des urgences qui sont pas utiles et qui nous aident pas nous, qui nous aident pas forcément. Maintenant, un autre problème que j'ai, c'est de quoi on parle, parce que tout le monde parle d'IA, mais souvent ça manque de définition. Et toi, j'ai bien aimé parce que dans ta question, tu as directement mentionné des sujets, serveur MCP, etc. Mais parfois, je vois des posts passer, en tout cas des personnes qui s'expriment et qui disent par exemple, Claude peut faire ceci, Claude peut faire votre Power BI, Claude ne peut pas vous remplacer dans Power BI. Bon, il y a des posts dans tous les sens, moi-même j'en fais. Mais ce qui me gêne, c'est que souvent on définit pas. Est-ce que tu parles de Claude, la conversation? Je discute avec Claude. Est-ce que tu parles de Claude? Je fais déjà la conversation, mais j'ai installé le MCP pour discuter Ouais. avec Power BI. Est-ce que tu parles des skills de Microsoft? Est-ce que tu t'es déjà passé aux skills ou pas? Est-ce que tu es dans Cloud Code? Donc là, tu es dans un autre aspect, tu es passé sur l'agentique. Est-ce que tu as personnalisé ton système dans Cloud Code ou dans Codex avec tes bonnes pratiques, tes standards? Et donc, c'est ça qui m'ennuie aussi, c'est que attention de bien définir de quoi on parle quand on parle d'IA, parce qu'il y a tellement d'outils, d'interfaces, d'expériences différentes. Tout à fait. L'IA, ça reste très, très vaste et ça peut définir plein de choses. Ça peut définir l'IA que vous utilisez pour faire votre partie d'échecs en ligne, et c'est vrai qu'on utilise ça un peu à toutes les sauces et que faut, je pense, heu, bien cadrer les choses quand on fait ce genre de discours, surtout quand on s'engage un peu trop, dans ces discours en disant: «Voilà, tel rôle va se faire remplacer» et cetera, et ça manque pas mal de précision, et au final, j'ai l'impression que d'ailleurs souvent les experts du domaine qui développent les IA, eux-mêmes, sont, prennent moins de risques, j'ai l'impression, dans leur discours. Enfin, ils ont souvent, ces personnes-là qui travaillent dans le développement de ces IA ont souvent des discours un peu plus, nuancés, balancés, et voilà, donc je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup, beaucoup de marketing dans ce domaine-là et il faut savoir faire la part des choses. Bon, Et après, ouais, ouais, peut-être pour avancer, moi, ce que je regarde, il y a deux choses que je regarde qui sont différentes. Il y a deux aspects différents. Il y a le dev, l'expérience développeur, et ce qu'on peut proposer à nos clients. Je vais être aussi curieux de savoir, toi, comment tu vois ça côté fabrique. Je pense que tu es plus expert sur la partie fabrique peut-être. Mais moi, je pense que c'est ces deux aspects-là qu'on doit regarder en tant que dev. C'est moi, en tant que dev, comment je peux m'outiller. Parce que je sais pas l'impact sur les emplois. Toi, tu dis qu'il n'y a pas forcément d'impact, on n'a pas perdu nos. Mais pense par contre qu'il y a quand même un gros sujet un peu invisible sur
où on positionne la valeur, où on positionne notre effort et ce qu'on peut automatiser. Donc ça, c'est plus la cuisine interne. Enfin, si on était dans un restaurant, c'est plus en arrière-cuisine. Comment nous, on fait notre travail. Exemple, tout ce qu'on veut automatiser. Alors là, je prends ma casquette Power BI, mais tu vois, que j'ai besoin de créer une table de date, j'ai besoin de créer un wireframe, comment dirais-je, une interface, des choses de base que tu vas refaire à l'infini et que tu peux pas forcément le dupliquer d'un projet à l'autre parce qu'il y a il y a des petits aspects qui vont changer d'un projet à l'autre, des tout petits changements. Donc tu peux pas forcément le scripter. Mais en fait, de plus en plus, on peut le scripter dans Power BI puisque maintenant Power BI est ouvert d'un point de vue code. Power BI devient du code avec TMDL, avec toutes sortes de choses que je vais pas détailler. Et si tu mets une petite couche d'IA, une petite couche d'agent, là, il y a vraiment comme des choses qui peuvent te faire gagner du temps. En tout cas, tu peux avoir des process, industrialiser des process avant c'était beaucoup plus artisanal. Donc, il y a ce premier sujet, puis je serais curieux aussi d'avoir ton point de vue là-dessus. Premier sujet, c'est l'expérience dev. Et puis, deuxième sujet, peut-être qu'on va aborder après, c'est les solutions clients, l'expérience côté client, en fait. OK. Vu que tu as parlé de Power BI, moi, j'aimerais bien te demander, qu'est-ce que tu utilises en termes d'IA concrètement, au quotidien, côté Power BI? Est-ce que c'est Hmm. peut-être les MCP serveurs, vraiment pour toi, une nouveauté ou plusieurs qui, vraiment changent la donne au-delà des discours marketing? Ouais. Alors, moi, il y a deux outils principalement. Alors, en fait, j'utilise, d'un point de vue purement concret, j'utilise principalement Codex, OK, qui est l'équivalent de Claude Code. tout à fait. Et chez certains clients, plus GitHub Copilot, même si ça a beaucoup changé ces derniers mois sur plein d'aspects. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un agent. Un agent, c'est quoi un agent? C'est un système qui va être capable de prendre en charge plein d'étapes et qui va être capable d'avoir un but. Donc, si mon but c'est d'initialiser un projet et que dans mon agent, il y a des références, il y a des scripts, il va se débrouiller pour le faire. Et donc concrètement, moi c'est ça que j'utilise. Et après, il y a plusieurs MCP. Il y a le MCP Power BI, MCP Fabric. Ouais. Il y a des skills officiels. Et tout ça, ça change complètement ce que ton agent peut faire. Tu peux travailler sans rien. Tu peux ouvrir un chat, tu peux ouvrir un agent, travailler sans rien. Mais si tu installes tout ça, tu as une capacité de modifier Power BI Desktop, y compris maintenant le rapport, ce qui est assez incroyable. Donc, tu peux modifier, tu peux reloader dans Power BI tes changements. Ça, c'était une grosse difficulté. Je descends un tout petit peu dans la technique. Je sais pas si ça répond à ta question, mais je descends un tout petit peu dans la technique. Ouais. Avant, je fais un changement dans mon PBIP. Donc, j'ouvre mon Power BI, mais dans VS Code, dans le code. J'ouvre le code. Et je dis, tiens, dans le thème, je vais changer des codes couleurs dans mon thème et je suis à l'aise de le faire dans PBIP, ça va plus vite de le faire dans le code. Ou alors, je change une mesure, etc. Je sauvegarde. Dans mon interface Power BI Desktop, avant, il fallait que je la ferme, que je la réouvre pour voir ces changements. Et maintenant, on a cette capacité avec ce qu'on appelle un bridge, un pont, on a cette capacité de recharger les changements. Ça, c'est assez incroyable parce que ça veut dire que notre agent, il peut modifier du code et directement nous montrer les changements en direct dans l'interface. Je sais pas trop si ça, je suis parti un peu loin, je sais pas si ça répond à ta question. Non, du coup, en gros, toi, dans ton quotidien, les outils IA que tu utilises pour Power BI, c'est du coup plutôt la partie MCP serveur avec l'intégration avec Codex pour pouvoir avoir tes agents, pour, t'accompagner dans le développement. Donc toi, tu vois vraiment la valeur ajoutée de ces outils et c'est pas juste du marketing, c'est vraiment des outils dont tu te sers régulièrement et qui t'aident vraiment à te rendre, à être plus productif. Ok, la valeur ajoutée, elle peut être énorme. On peut aussi perdre beaucoup de temps avec ces outils. C'est ça la réalité, c'est que il y a un côté fascinant dans ces outils techniquement. Il faut faire attention de pas juste être occupé, mais faire des choses qu'on a intérêt. C'est ça la difficulté. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a des choses qui sont incroyablement puissantes, moi que j'ai mis en place pour initialiser des projets. Tu vois, j'initialise un projet, j'ai besoin que j'ai toutes mes fonctions qui soient chargées dans Power BI. C'est des choses très simples. Hein. Je veux que mes fonctions soient chargées. La table de date, elle est faite, elle est configurée. Tu vois, des choses comme ça. Des groupes de calcul, ils sont prêts.
Des choses qu'on peut comme ça, un thème de base, une mise en forme de base. Puis après, en tant que développeur Power BI, tu as des petits trucs que tu mets en place. Exemple, j'aimerais bien avoir un pop-up pour mon filtre. Je prends un exemple très caricatural. Je veux mettre en place un pop-up pour mes filtres. Donc, pour mettre en place ce genre de module dans Power BI, il faut créer un signet, il faut créer des formes, faut ceci, cela. Si tu as un script que ton agent peut exécuter et que ça peut te faire gagner 10 minutes, moi je les prends, tu vois, dans ce process, par exemple, d'initialisation. Ok, top. Et j'ai une autre question qui en découle, c'est par rapport au futur. Comment est-ce que toi, tu vois du coup l'évolution de Power BI et même du reporting par extension avec l'intégration de l'IA? Comment est-ce que tu penses que dans 15-20 ans, on fera notre reporting, que ce soit du côté des développeurs ou alors même du côté des utilisateurs métiers? Est-ce que tout va passer par des agents? Je te demande d'avoir Ok, une boule de cristal et de me dire ce que tu voilà. vois. Voilà, je sors ma boule de cristal. En plus, on est enregistré. Voilà. On En- ressortira la vidéo dans 15-20 ans pour voir si tu auras raison. Moi, comment je vois les choses, comme je te disais, il y a l'expérience dev. Puis j'ai donné quelques illustrations de ce que j'ai mis en place. Mais maintenant, ce que je regarde beaucoup, c'est l'expérience client. Ouais. C'est-à-dire, pendant longtemps, ce qu'on a fait, c'est livrer des dashboards. T'as un problème, je te ponds un dashboard. Et il y a certains clients qui ont des tenants Power BI avec littéralement des centaines de workspaces et des milliers de rapports. Ce qu'on... Donc C'est la voilà. routine, hein. Et donc ensuite, ensuite, ça pose toutes sortes de questions de cycle de vie des projets, de gouvernance, etc. Et aujourd'hui, notre expérience, on s'attend à ouvrir ChatGPT, le ChatGPT interne, ou Copilot, ou Claude, selon ce que vous avez. On s'attend à poser une question, à être branché à tous les MCP, à tous nos outils, et avoir une réponse. En tout cas, dans notre expérience, aujourd'hui, les intégrations, les plugins qui existent sont quand même très poussés. Donc, je peux ouvrir ChatGPT et littéralement lui demander est-ce que j'ai reçu des emails importants? C'est quoi mes rendez-vous demain? Etc. Et ce genre d'expérience, qui est naturel pour nous au quotidien, en tout cas qui va le devenir de plus en plus, euh, c'est aussi ça qu'on veut proposer à notre client. En tout cas, moi, c'est ça que je creuse, j'essaye de creuser. C'est si tu as une question sur la rentabilité de certains produits, plutôt que de dire au client, je vais retrouver le rapport qu'on a fait il y a 6 mois et peut-être ça va répondre à ta question, ça serait cool si finalement mon client ou ma cliente peut poser la question, avoir une réponse qui est contextualisée et qui peut même bénéficier, pourquoi pas, de différents MCP pour croiser peut-être de l'information sur aussi les connaissances plus générales de l'entreprise. Et donc, c'est ce genre d'expérience. Donc, ça passe certainement par des agents, par des interfaces un peu différentes en tout cas que juste le dashboard. C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion avec pas mal de personnes et qui sont assez expertes dans le domaine et quasiment tout le monde m'a donné plus ou moins la même réponse. Donc on voit plutôt un monde, très orienté agents qui sont connectés à tous nos différents outils, notamment via les MCP et du coup qui facilite la recherche d'informations, la prise d'informations. Heu, c'est en effet un ça reste, un scénario qui est hautement plausible et là on est en plein dedans, hein, clairement avec, le développement des agents, des serveurs MCP et cetera. Donc ouais, moi aussi je dirais qu'à moyen terme, je dirais, pas forcément à long terme, c'est, Mm. le monde vers lequel on se dirigerait et là on est en plein dedans, encore une fois. OK. Merci Benjamin pour toutes ces réponses sur la partie IA. Je sais pas s'il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder sur toute cette partie IA appliquée, dans notre domaine de la data et de la BI. Je pense qu'on a fait le Ouais. tour. Ah, il y a Après, peut-être un sujet? une question peut-être qu'on peut discuter, et je suis curieux d'avoir aussi ton retour d'expérience, c'est est-ce qu'on doit encore coder? Tu Ah vois, est-ce oui. que c'est une question qui revient souvent? Euh, et en fait, moi, je suis beaucoup tout ce qui se passe dans le milieu de l'IA, dans le milieu par exemple des devs. Parce que les premiers consommateurs d'IA, il me semble, hein, c'est beaucoup les devs web Ouais. où où le job a été complètement métamorphosé. Alors moi, je suis pas dev web, mais ce que j'ai l'impression de voir, c'est que
littéralement, tu peux créer des sites web sur simple prompt. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont fait. Tout à fait. Avec les Et je différents pense, outils type, Lovable, je crois, où en fait on crée des sites, mmh, entiers en langage naturel, hein, back-end et exact. front-end. J'ai l'impression que toutes les innovations IA passent d'abord par les développeurs web, je partage la même opinion que toi, puis ça ruisselle vers nous, tout ce qui est, professionnel du monde de la data. J'ai l'impression que vraiment les devs web sont toujours les premiers à se prendre de pleine face les nouvelles technologies. Je sais que même à l'époque du cloud computing, quand ça commençait à apparaître il y a 20 ans presque maintenant, c'était vraiment les premiers à s'être pris de ça en pleine face et puis ça ruisselle vers les autres. Ouais, exact, mais exact, t'as raison. Si tu regardes des sociétés comme Anthropic, donc Anthropic qui font Claude Code, Tout à fait. leurs clients, au final, c'est beaucoup des devs. J'ai l'impression que leurs clients, c'est beaucoup des devs. Et donc, ils vont plus ou moins les chouchouter, à part sur la partie tarifaire, peut-être. Mais sinon, ils vont leur pousser des choses comme Cloud Design, enfin des choses vraiment quand même Ouais. intéressantes qui sont pas juste des LLM. Et donc, si on regarde ça et qu'on se dit, nous, finalement, dans le monde fabrique Power BI, donc on a des langages comme Power Query, enfin le langage M dans Power Query, le DAX. Toi, en back-end, tu vas faire du Python, du SQL, des choses comme SQL, ouais. ça. Ok. Est-ce qu'on doit encore coder au quotidien? Est-ce que toi, par exemple, tu codes ou il y a une partie que tu as déléguée? Je suis curieux de savoir ça. Et puis, c'est comment on fait pour aussi les gens qui arrivent, qui se forment? C'est une question importante. Est-ce qu'on doit apprendre à coder, tu vois? Moi, de mon côté, je connais pas un seul dev qui ne se sert pas de l'IA aujourd'hui et qui, même ne laisse pas l'IA créer au moins 90 de son code. Pour autant, je ne dirais pas que, il ne faut plus apprendre à coder. Je pense il reste très intéressant de connaître à minima les fondamentaux peut-être, ne serait-ce que pour savoir ce que le code fait, si on n'est pas en train de créer, une grosse faille de sécurité. Tu l'as dit tout à l'heure, on peut perdre beaucoup de temps avec l'IA aussi, on peut faire aussi n'importe quoi. C'est pourquoi je pense qu'il reste intéressant de connaître au moins les fondamentaux pour comprendre ce qui est fait par l'IA. Tout à l'heure, on parlait des développeurs web, eux, ils sont très susceptibles de créer des grosses failles de sécurité qui font que le site, il peut avoir un phishing dans 2 semaines par des hackers. Nous encore, on travaille dans le domaine de la data, au pire, on va juste révéler des données confidentielles. Ça reste très grave, qu'on soit clair. Mais je veux dire, enfin voilà, on peut quand même être amené à créer des grosses failles si on ne maîtrise pas un minimum ce qui est produit par l'IA. Donc pour moi, c'est mon opinion, je pense qu'il reste super intéressant encore une fois de connaître un minimum les fondamentaux enfin je dis un minimum, mais non, je dirais même tous les fondamentaux pour savoir, ce qui est produit par l'IA, pour être quelque part une sorte de code reviewer en fait, Ouais. pour savoir, ce qui est produit par l'IA, être sûr de son coup quoi. Ouais. Être testeur en fait de code aussi d'une certaine manière et c'est un peu l'opinion que j'ai donc moi c'est le message que je ferais passer, c'est, non, il ne faut pas arrêter d'apprendre du code. Pour moi, il faut continuer, heu, connaître enfin, avoir des bonnes bases solides et ensuite, une fois qu'on a ces bases solides, commencer à déléguer, la génération de son code à des agents IA. Autrement, on voit beaucoup de projets qui finissent en catastrophe et qui sont ensuite rattrapés par des professionnels qui, eux, savent ce que le code fait et voilà, c'est mon opinion sur ce sujet-là. Je sais pas si tu partages mon Ouais. opinion? En fait, ça me fait réfléchir à un sujet que je vois aussi. C'est que, tu sais, parfois, je vais rencontrer des clients et ils me disent, ah bah regarde, j'ai connecté Claude à ma base SQL et j'ai généré un dashboard en HTML et c'est parfait. C'est ce que je veux. Donc, et c'est très intéressant parce que l'IA est super forte pour t'initialiser un truc de zéro. En tout cas, j'ai l'impression quand tu Ouais. as bien tout qui est aligné, tu as ta base de données, bon, on suppose qu'on a certains éléments. Bah, l'IA est super forte pour faire du one-shot. Je te one-shot un dashboard. Mais ensuite, si tu veux comprendre ce qui a été fait et tu veux le maintenir et tu veux le changer de direction,
bah là, tu deviens l'esclave de l'IA en fait. Si tu connais pas, si tu sais pas ce qui s'est C'est passé, ça. tu vas te battre avec l'IA. Et ça peut être aussi très très frustrant d'ailleurs, parce qu'en fait, t'es juste dépendant. T'es juste dépendant de l'IA qui va peut-être réussir à fixer. Et souvent, quand tu prends un sujet et que tu changes de direction, en fait, l'IA, elle est plus en mode patching, en tout cas aujourd'hui de ce que je vois, que, tu sais, challenger ton architecture. Elle va pas dire, ah ouais, là, attends, on recule, on prend du recul, on s'arrête. Et on se dit, ah non, en fait, j'avais pas compris ta demande initiale. Elle va juste patcher. Elle va juste patcher et te créer des lignes de code à n'en plus finir pour répondre à l'instant T à enfin, c'est quelque chose que j'observe en ce moment, je sais pas si tu partages. Euh, Elle n'a pas cette pensée, ce recul très global, non technique parfois aussi, sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu fonces pas dans un mur? Tout à fait. Bah, il y a aussi ce gros problème qu'ont les IA, c'est qu'ils ont leur limite de alors je sais plus comment on appelait ça, leur mémoire, qui fait que plus un projet évolue, plus tu auras un projet avec, 3 000 000 de lignes de code et quand tu vas demander une nouvelle feature, l'IA va accidentellement supprimer une autre feature qu'il a créée il y a, je sais pas, 3 mois et il y a tout ce contexte en fait que l'IA a tendance à perdre au fur et à mesure des itérations, j'ai l'impression. Donc là aussi, il y a un vrai danger. D'où le fait que je dis que c'est pas intéressant de tout laisser faire, enfin de laisser faire l'IA complètement sans gouvernance, sans monitoring. Auquel cas, on se retrouvera dans ce genre de situation où on devient esclave de l'IA, très dépendant Ouais. de l'intelligence artificielle et donc ouais, je suis assez d'accord et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. L'IA est en effet très, très douée pour faire du one shot, mais c'est plus compliqué pour, itérer ensuite, même Mm. s'il le fait bien, hein, mais il faut toute cette partie monitoring, gouvernance, auquel cas ça devient une vraie usine à gaz. Puis il y a tout un sujet que tu as mentionné qui est pas un petit sujet que j'appellerais la validation. Valider et ce qu'on appelait, peut-être qu'on appelle encore des tests de non-régression par exemple. De se dire en toutes circonstances, bah, je veux vérifier que telle table n'est pas vide. Je donne des exemples très basiques. Telle table n'est pas vide ou Ouais. telle table a au moins 1000 lignes, je sais pas. Ça, c'est une compétence qui va devenir de plus en plus forte, à mon avis, sur en fait tous les processus de déploiement que à mon avis, que tu dois bien maîtriser. Processus de déploiement global et les tests qu'on peut mettre en place. Et je pense que c'est un vrai plus de se dire, OK, j'ai un agent qui travaille, mais je suis capable d'exécuter des tests, y compris sur des périmètres qu'on n'est pas en train de travailler. Surtout sur des périmètres qu'on n'est pas en train de Ouais. travailler pour voir si on n'a pas eu des régressions. Et du coup, moi, j'ai répondu à la question par rapport à est-ce qu'il faut apprendre du code aujourd'hui? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah en fait, moi je suis biaisé parce que j'ai appris le code avant l'IA. Et je pense peut-être toi Ouais, aussi. Donc, j'ai pas de réponse définitive. J'ai pas de réponse définitive. Moi, ce que je fais, c'est quand je donne des formations d'introduction, bah, on écrit du code à l'ancienne, zéro IA. Tu sais, on écrit par exemple calculate, on fait les calculate, on fait toutes sortes de fonctions DAX et Power Query. On écrit à la main pour que tu aies la base. Mais après, dans un deuxième temps, et comme tu l'as dit, je pense que c'est plus une question de comprendre l'architecture globale. En fait, étonnamment, c'est plus les concepts qui vont devenir importants. C'est quoi un ouais, schéma en étoile? Des choses comme ça. Là où il y a 3 ans ou 4 ans, j'aurais eu une approche très très concrète. On le fait ensemble. On met les mains dans le cambouis de A à Z. Là, j'aurais tendance à dire, bah, c'est encore plus intéressant les concepts qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. Discutons-en et puis assurons-nous qu'on partage la même vision. ouais. Mm. C'est vrai que l'IA est quand même très, très douée par la partie technique, Mm. mais que derrière les concepts, l'aspect théorique, c'est quelque chose que l'on on doit peut-être maîtriser en amont parce que, l'IA, comme tu l'as dit, va faire un one shot, du projet sans forcément expliquer les bonnes pratiques, les concepts et donc ça reste intéressant de maîtriser ça. OK, top. Alors j'ai d'autres sujets que j'ai préparés, donc je pense qu'on va clore cette partie IA. On aura passé un bon petit moment là-dessus Parfait. et mais en tout cas, ouais, ça reste quand même un sujet super vertigineux comme on vient d'en discuter. On sait pas encore ce qui va se passer dans 10, 15 ans, même si on peut faire de petites hypothèses.
Mais voilà, c'était intéressant d'en discuter. Alors ensuite, alors on a parlé succinctement de Fabric et je voulais te demander si pour toi aujourd'hui une personne qui travaille sur Power BI a intérêt à s'intéresser à Fabric, au moins à certaines briques, voir comment l'outil fonctionne. Je veux savoir ce que tu en penses. Bah, réponse oui. Question Voilà, suivante. fin de Non, je l'interview. plaisante. Je plaisante. Ouais, bah, en fait, Fabric, ça a été un gros changement ou une avancée, disons, dans la démocratisation de la data. Parce que déjà, Power BI, c'était une grosse avancée parce que n'importe qui peut se mettre à la BI quand c'est sorti, et c'est toujours le cas, n'importe qui peut se mettre à Power BI et littéralement, la barrière à l'entrée, c'est installer Power BI Desktop. Et Fabric, en tout cas, comment je le vois, puis j'ai la chance d'être avec un expert, donc tu pourras me dire si je dis pas n'importe quoi, mais comment je le vois, c'est avant, il y avait plein d'outils pour faire de la data, qui est des outils propriétaires, que n'importe qui peut pas installer aussi facilement. Souvent, il faut être sur le terrain, il faut avoir un mentor qui t'explique, voici comment faire. Et là, tu as l'interface Power BI, ton service Power BI, et puis tu as des artefacts en plus, tu as des objets en plus que tu peux créer un lakehouse, tu peux créer différents objets, sans autorisation, sans installation, enfin sans autorisation dans le sens où c'est accessible. Il y a pas besoin de créer une grosse virtual machine, il y a tout qui est déjà là. Ouais, tout à fait. C'est, Exactement. Et donc moi, c'est ça le premier truc que je dirais, c'est une opportunité incroyable. Par exemple, pour les gens comme moi qui se sont mis à Power BI il y a plusieurs années, qui ont envie d'étoffer leurs connaissances, pour répondre à ta question, moi, je dirais évidemment oui. Je dirais évidemment oui. Il faut absolument qu'on regarde à quoi ça peut... c'est quoi justement les briques qui peuvent nous intéresser. Euh, donc je dirais ça pour débuter. Et ensuite, il y a un côté quand même très intimidant dans Fabric. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu as mentionné que tu avais des enjeux de real time tout à fait. en ce moment. Donc, tu vois, dès que tu parles de ce genre de sujet, moi, j'ai jamais été confronté à ça sur le terrain. Et tu dis, waouh, c'est un truc solide quand même que tu es en train de mettre en place. Et donc là, ce qui est important, et je crois que tu l'as dit dans ta question, c'est quoi les briques qui sont pertinentes pour moi? Comment je fais pour pas me perdre dans toute la technicité qui ne va pas m'être utile, en tout cas à moyen terme, à court et à moyen terme? Et donc c'est ça, je pense, le plus important, c'est de se faire un petit Pareto, 20-80, c'est quoi si je prends deux, trois briques qui sont intéressantes pour moi, sur lesquelles je peux avoir un retour intéressant sur le terrain quand je vais être confronté à ce problème-là ou à cet enjeu-là. Ouais, c'est un super sujet. Comme, Fabric, il faut vraiment voir ça comme une boîte à outils et quand on travaille, quand on fait du bricolage, généralement, on n'utilise pas tous les outils qu'on a dans une boîte à outils. Ok. Donc comme tu l'as dit, il y a une sélection qu'il faut faire. On a mentionné le real time. Moi, le real time, c'est une brique que j'utilise dans moins de 10 de mes projets. Donc clairement, je vais pas dire à tous les utilisateurs de Power BI d'aller apprendre le real time. Non, ça reste que, un cas d'usage spécifique qui est assez niche. Donc oui, enfin, j'insiste là-dessus parce que je veux pas qu'on croie que quand on se lance sur Fabric, on doit apprendre toutes les briques. Voilà, il y a toute la partie data science aussi, par exemple, qui peut être plus technique. Donc là, c'est vraiment création de modèles d'IA hein, avec des outils comme PyTorch, etc. Donc très technique. Il y a la partie real-time et il y aura encore d'autres briques qui vont apparaître prochainement. Juste tout ça pour dire que, en effet, Fabric, on peut s'intéresser juste à quelques briques et, et être très bien avec ça. Et ça peut être amplement suffisant. Et c'est pas non plus la stratégie de Microsoft de pousser les gens à utiliser toutes les briques. Non, vous pouvez vous servir que de deux, trois briques essentielles. Je pense à tout ce qui est Data Factory pour l'ingestion de données, Data Engineering pour faire de la transformation. Voilà, je pense que là, déjà, avec ces deux briques, bien sûr Power BI, hein, qu'on rajoute pour la partie reporting, je pense qu'avec ces trois-là, on a une belle Triforce qui peut être suffisante pour développer nos projets et faire des choses très solides, production ready. Hein. Ouais, en fait, donc évidemment, super intéressant ton éclairage. Est-ce que moi, comment j'aborde le sujet? Parce que j'ai la chance aussi de faire des introductions à Fabric, alors pas sur real time, mais sur des sujets plus proches de Power BI. Moi, comment j'aborde le sujet, c'est de dire les limitations de Power BI, qui sont pas des limitations technologiques, qui sont juste Power BI n'est pas fait pour faire ça. Par exemple, Power BI n'est pas une base de données.
Ouais. Tu peux pas stocker des données dans Power BI. Tu peux pas, par exemple, tu veux créer. Moi, j'ai beaucoup de clients qui veulent créer des snapshots, par exemple. Je vais avoir un snapshot, bah, tu peux pas le faire dans Power BI, à ma connaissance, ou alors il faut vraiment faire des acrobaties incroyables. Des enjeux de performance. J'ai des volumes de données trop importants, ma machine, elle souffre, etc. Et moi, c'est ça que j'aime bien regarder, c'est les murs que tu peux te prendre dans Power BI. Et peut-être c'est intéressant de se dire, il y a peut-être une des briques que tu as mentionnées, donc des briques pour stocker, pour faire mes transformations, etc. Il y a peut-être des briques à aller chercher et que c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on peut croire. Donc, évidemment, si on entre dans des sujets plus pointus, etc., on va faire appel à toi. Mais en fait, on peut démarrer, faire des petits projets, c'est incroyablement accessible. Et moi, c'est comme ça que j'aborde le sujet en se disant, ouais, tu te prends des murs dans Power BI. Alors bien sûr, parfois, il y a des petits contournements. Par exemple, il y a des choses qui existent très niches comme le rafraîchissement incrémental. Enfin, il y a toujours la communauté a toujours, ou Microsoft a mis en place des petits trucs, mais parfois, c'est intéressant de se dire, OK, mais si je prends un peu de recul, c'est quoi qui serait intéressant? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et je pourrais avoir un bon retour en termes de projet. Tout à fait. Et est-ce qu'avec les clients que tu accompagnes aujourd'hui, sur la partie Power BI, est-ce que tu en vois de plus en plus qui s'intéressent à Fabric et à ces quelques briques que l'on a mentionnées? Ouais, ouais, complètement. Bah là, il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que pour l'instant, Microsoft est assez généreux aussi sur les essais. Ouais. Donc, moi, c'est assez facile aussi de faire comment on appelle ça? Des POC ou des tests. On va appeler ça des tests avec des clients. Donc, je vois de plus en plus, ouais, d'intérêt, au moins de l'intérêt, voire même juste tester et voir ce que ça donne. Et je pense que c'est une bonne idée. Tout à Mm. fait, je le partage aussi. Mm. Donc, voilà, pour, tous les utilisateurs de Power BI qui nous écoutent et qui s'intéressent à tester un petit peu Fabric, comme vient de le dire Benjamin, il y a la trial qui est assez généreuse. Voilà, on a 60 jours pendant lesquels on peut tester Fabric, de manière presque illimitée et ces 60 jours sont souvent renouvelés d'ailleurs. Moi, j'ai une Oui, trial qui dure depuis 2 ans. oui. Voilà, 60 jours, qui sont passés à plus de 500. Donc voilà, en effet, ça reste un bon moyen pour apprendre Fabric et encore une fois, n'ayez pas peur en voyant toutes les briques, toutes les solutions utilisées toutes les solutions qui sont disponibles dans Fabric. Si vous allez sur le bouton New Item dans un workspace, vous verrez une ribambelle d'outils différents. N'ayez pas peur de ça. Moi-même qui travaille avec Fabric depuis la sortie de l'outil, au quotidien, je me sers pas du tout de toutes les briques de Fabric, loin de là. Heu, il y a un peu une loi de Pareto dans Fabric, comme tu l'as dit, il y a à peu près, 20 des items, je pense qu'on se sert dans 80 du temps. Tout ce qui est lakehouse, notebook, rapport Power BI, je pense que déjà avec ces items, Dataflow pourquoi pas, on peut déjà faire, plus de 80 de ce qu'on a besoin de faire dans Fabric. Voilà, il y a pas mal d'items qui sont vraiment des items très niches dont on n'a pas forcément besoin. Là, on a parlé du real time, par exemple. Si vous n'avez pas des besoins en real time dans votre entreprise, voilà, il y a déjà une bonne partie des items que vous pouvez mettre de côté pour l'instant. Mais si jamais à l'avenir vous avez un besoin, bah, ces outils-là restent là et vous pouvez toujours vous en servir. Ça qui est très pratique, hein, comme c'est une boîte à outils, bah, on a tout ce qu'il nous faut et qu'on peut utiliser, quand on en aura besoin. Top. Merci pour cette petite séquence, Power BI et Fabric. Et juste pour revenir à Power BI, toi qui as fait beaucoup de formations, qui as fait beaucoup d'accompagnement sur Power BI, et je sais que tu avais fait un post là-dessus il y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a des erreurs, fréquentes que tu vois, bah, trop souvent, faites par tes différents clients ou même par les développeurs, que tu as pu accompagner? Vraiment des choses à ne surtout pas faire Mm. sur Power BI pour plein de raisons différentes. Ouais, des erreurs, bien sûr, ou même des erreurs bah, qu'on fait tous. Enfin, moi, je m'inclus dedans, bien sûr, mais Ouais. euh, Je vais prendre des notes en euh, parallèle parce que moi aussi j'en fais régulièrement. non, mais tu me diras si tu partages. Mais déjà, on a un biais souvent technique. En tout cas, mais là, je parle pour moi et en tant que développeur, on a souvent un biais technique. Ça veut dire que on va tout de suite partir dans des solutions
proposer des choses et être justement très orienté coding, solution, mettre en place quelque chose, au détriment de juste discuter avec le client, etc. Je dis évidemment moi-même je le fais, mais on peut avoir ce biais parfois de trop partir en mode solution. Parce qu'on adore la technique. En tout cas, moi, c'est mon cas et je vois beaucoup de devs, on adore la technique. Donc, notre penchant naturel, c'est d'aller construire des solutions. Donc ça, c'est un biais. Maintenant, en tant que formateur, ce que je vois souvent, qui revient très Juste, souvent. je me permets de Ouais, vas-y, t'interrompre, vas-y. Benjamin. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de mentionner, c'est super important. Mm. Voilà, je partage complètement. Avant de se lancer dans la technique, dans les rapports Power BI, dans le DAX, ou peu importe, parce que ce que tu viens de dire, ça s'applique à tous les domaines techniques, même au-delà de l'informatique, il faut toujours bien savoir cadrer le besoin, être sûr des besoins du client, de l'entreprise, parce que même parfois même l'information donnée par le client n'est parfois pas assez claire. On a besoin de revoir les besoins en amont, ce qu'on veut réellement. Parce que si on saute cette étape, on peut se retrouver à travailler pendant des mois et des mois sur un projet qui, à la fin, n'est utilisé par personne. Donc, c'est un conseil super important que tu as partagé. Vraiment toujours bien cadrer le plus possible, de passer du temps là-dessus avant de se lancer dans le développement. Voilà, désolé, je t'ai interrompu. Non, t'as raison. T'as raison. Puis t'as pointé un sujet même super important, c'est que parfois le client lui-même ne sait pas ce qu'il veut, entre Tout guillemets, à je mets fait. des guillemets. Parce qu'il y a une partie de collaboration qui est, moi, je veux aussi te proposer des solutions techniques ou des solutions parfois alternatives, parce que il faut aussi être capable de mettre en place des solutions techniques, être en mode solution et pas juste et pas juste pondre du code. Ok, donc et puis ça s'adresse vraiment à tout le monde, quel que soit votre niveau. Bah, c'est une difficulté qu'on peut avoir. Et j'enchaîne maintenant sur plus en tant que tu m'as demandé en tant que formateur, des choses que je vois souvent. Bah, très clairement, un truc que je vois tout le temps, à tous les niveaux, c'est faire des dashboards où tu as un dashboard, donc un rapport dans Power BI, tu mets tout, tu mets tout, tous les 40 slicers. visuels. Donc il y a 10 slicers, comme ça tu peux filtrer, il y a plein de visuels dans tous les sens. Et donc ça c'est une erreur souvent qu'on a, et on est très nombreux à avoir ce biais-là, de dire mais voilà, je te donne un maximum d'informations. Mais ça, si je peux me permettre, Vas-y. c'est un peu de la faute des formateurs, et je te vise pas toi spécifiquement. Si là, aujourd'hui, tu vas sur YouTube et que tu tapes en anglais ou en français comment créer un rapport sur Power BI, tu vas tomber sur énormément de tutoriels où le gars va te pondre un rapport exactement comme tu l'as décrit, avec 40 visuels, plein de spacers différents, pour faire un peu un effet waouh à la personne qui regarde la vidéo. Et du coup, moi, c'est une erreur que j'ai faite, évidemment, à mes tout débuts sur Power BI. J'étais encore étudiant à cette époque-là, où je faisais des rapports avec 10 000 visuels différents. Parce que, en fait, moi, on m'a appris que, à travers les vidéos que je regardais, que voilà, un joli rapport, c'est un rapport avec plein de graphiques différents, des couleurs, des animations, machin et tout. Alors qu'en fait, la simplicité, c'est la clé. Et des rapports très minimalistes qui communiquent la donnée qu'il nous faut, c'est largement suffisant. Pas besoin de faire du Michael Bay sur un rapport. Voilà, on peut rester simple, naturel, minimaliste et, et être largement suffisant. J'avais vu un post de l'influenceur Zach Wilson sur LinkedIn. C'est un influenceur très connu aux États-Unis sur la partie data engineering, qui avait travaillé notamment dans des grosses boîtes comme Facebook, Airbnb, etc. Qui disait que bah, lui aussi il faisait cette erreur, et il avait commencé à faire des rapports de plus en plus minimalistes. Et son rapport qui était le plus consulté, je crois que c'était chez Facebook, donc chez Meta, c'était un rapport avec juste un line chart, c'est tout. Il y avait à peine peut-être 2 slicers grand max, et qui était utilisé par des millions et des millions de personnes. Donc ouais, bon, j'ai un peu digressé, mais voilà, je pense que cette erreur que tu viens de mentionner, il y a pas mal de formateurs qui sont responsables, selon moi. C'est mon opinion. Ouais. Après, c'est pas forcément une erreur en soi, hein. Je Ouais. vais nuancer un peu, hein, parce que évidemment, il n'y a pas de rapport parfait. Le rapport parfait, c'est le rapport qui amène l'insight pertinent à ton client, etc. Bon.
Mais certains rapports sont opérationnels. Certains rapports, on doit avoir beaucoup de choses parce que je m'adresse à une typologie d'utilisateurs qui sont capables de gérer cette surcharge cognitive et qui en ont et ça leur plaît. Mais ce qu'on est en train de dire là, c'est juste, vous avez le droit d'avoir du blanc. Vous avez le droit d'avoir, enfin, ou Ouais. selon votre arrière-plan, ou du gris, ou etc. Vous avez le droit de laisser du vide. Et souvent, le problème est plus que on va pas oser. Et c'est la même chose aussi quand on fait des slides, par exemple. Pour les gens qui font encore des slides, on a souvent peur de, tu sais, on doit remplir. Il y a un papier, on doit le remplir. C'est aussi un truc, mais alors qu'on a le droit, comme tu l'as dit, on peut très bien avoir un rapport, c'est un graphique ou c'est quelques cartes d'indicateurs, that's it. Ça peut très bien être ça, une première page de rapport ou un rapport exécutif. Et c'est juste faire attention à ce biais de vouloir tout remplir euh, la page. Tout à fait d'accord. Donc écoutez bien les formateurs, qui écoutent ces podcasts. Je m'inclus aussi, hein, moi aussi je donne de la formation et c'est, voilà, c'est juste pour dire que malheureusement, il y a pas mal de personnes qui, ne sont pas tombées sur les meilleurs conseils, quoi, on va dire et d'où le fait que, mais c'est vrai qu'il y a ce biais que tu as mentionné où, on a envie de remplir le vide, quoi et C'est ça. voilà. Est-ce Donc qu'il ça, y a d'autres c'est erreurs? Ouais. bah, on pourrait faire, faire tout un épisode et je pense qu'on pourrait tous les deux contribuer. Euh, Moi, une autre erreur que je voudrais mentionner, c'est de ne pas documenter. Et ça, c'est terrible euh, parce que on va parfois être amené à transférer des projets, à faire des passations, les projets Tout le sont temps. repris et bah, qu'on le veuille ou non, les standards c'est bien, on essaye de respecter les standards, on essaye de respecter le modèle en étoile, etc., les bonnes pratiques. Mais parfois, bah, on doit faire des acrobaties, parfois on doit faire aussi des solutions plus custom pour répondre à des problématiques, etc. Et donc là, il y a une tâche qui est un peu ingrate, et là, je me mets dedans aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pas la chose que je préfère faire, qui est simplement de documenter, d'expliquer, de la documentation technique, donc pour les développeurs, puis une documentation aussi non technique parfois pour nos clients, pour expliquer bah, tel indicateur, voici les règles de calcul, voici les règles de gestion. Et donc ça, je trouve que c'est parfois une erreur, en tout cas pour certains développeurs, et je m'inclus dedans de ne pas mettre assez l'accent là-dessus. Tout à fait et ça, encore une fois, c'est un conseil qui s'applique à tous les domaines, hein, pas qu'à Power BI, le manque de documentation, on le ressent souvent et malheureusement, c'est peut-être le truc que l'on néglige le plus dans un projet, parce que ça prend du temps à faire évidemment, faut le maintenir, et pas tout le monde lit la documentation à la fin, donc c'est pas très motivant, mais pourtant ça reste indispensable, notamment lors de passation, donc ouais. OK, merci pour ces quelques erreurs, fréquentes que tu vois beaucoup. C'est vrai que, il y a une liste longue comme le bras d'erreurs qu'on pourrait mentionner, mais ça mériterait peut-être, un épisode à part entière là-dessus. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant et en plus, c'est que des conseils qui sont assez génériques parce que ça s'applique, vraiment partout. Tout ce que tu viens de dire sur Power BI, c'est tout aussi vrai dans Fabric ou dans Databricks ou peu importe. Voilà. OK, alors pour la prochaine question, je vais te demander de ressortir ta boule de cristal et de me dire Mhm. si c'est, les sujets ou les technologies qui, selon toi, vont avoir le vent en poupe dans les années à venir et qui feraient la différence? Mhm. Alors là, c'est vraiment au sens large, hein. Ça peut être, une fonctionnalité précise, dans Power BI ou alors vraiment juste une technologie à part entière, on a parlé des agents, par exemple. Ouais. Je pense que bah, dans le domaine qu'on est en train de discuter, donc la BI, Power BI, je pense que ce qui va être vraiment puissant, c'est tout ce qui est agentique. Moi, j'y crois beaucoup et je conseille aux gens de tester l'agentique. Et si vous faites en ce moment de l'IA et que votre IA, c'est des prompts, copier-coller des prompts, ça, c'est pas de l'agentique. L'agentique, c'est de créer un système d'IA qui est configuré, qui est autonome, qui va être capable de faire toutes les étapes d'un projet, en tout cas une itération, qu'ensuite vous pourrez revoir. Il y aura évidemment à itérer, mais qui va être capable d'ajuster votre modèle, d'ajuster votre rapport, de republier, de faire des tests,
etc. De commiter vos changements si vous versionnez. Ça, je pense que en tout cas, moi, c'est là où j'investis tout mon temps libre en tant que professionnel. Je l'investis à me former là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça nous force à revenir sur les essentiels, c'est quoi un bon modèle sémantique, par exemple. Toute la partie sémantique, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça nous positionne bien dans ce monde-là. Parce que justement, le modèle sémantique, c'est d'ajouter une couche de compréhension business, en tout cas, je l'expliquerai comme ça, par-dessus nos données. Et ce travail-là qu'on fait en définissant tous les aspects techniques, les relations, etc., mais aussi en définissant des descriptions, des synonymes, alors on crée une couche qui est intéressante pour ensuite aller vers l'IA. Alors, il y a de nouveaux concepts qui vont émerger en plus de ça, comme tout ce qui est ontologie, etc. Mais je pense que nous, de notre point de vue, si on continue à travailler nos modèles sémantiques, comme on l'a dit précédemment, on les documente bien à l'intérieur, dans leurs métadata, etc., mais je crois que ça va bien nous positionner aussi dans ce changement-là vers l'agentique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait d'accord. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est peut-être une grosse brique qu'on utilisera dans nos manières de travailler à l'avenir. De la même manière qu'aujourd'hui, on fait du copier-coller de ChatGPT ou de Claude, la prochaine évolution suite à ça, ça va être l'agentique. Comme ça, on n'aura plus besoin de faire les copier-coller, ça sera fait automatiquement. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Et à part ça, est-ce qu'il y a des technologies, j'avais dit ça, par exemple, un langage de programmation, un logiciel ou peu importe, qui vraiment là, c'est très large comme question, qui toi t'intéresse et que tu penses qu'il sera intéressant de maîtriser pour les années à venir? Ou il y a que des agents pour toi? Il n'y a que les agents. Alors, moi, je conseille aux gens de tester, de absolument tester, soit Claude Code, soit Codex, soit GitHub Copilot dans la nouvelle interface agent. Je ne sais pas comment ce podcast va vieillir, si ce conseil sera valable dans un an. On verra, peut-être pas. Mais là, en ce moment, si vous n'avez pas encore testé ça, en incluant tous les plugins, tous les skills Microsoft, les serveurs MCP. Les serveurs MCP et vos préférences personnelles, vos bonnes pratiques personnelles, et laisser l'agent travailler et voir ce que ça donne. Moi, c'est là-dedans que je recommande à tout le monde de faire ça, parce que si vous avez déjà les bonnes skills de développeur, si vous avez déjà de l'expérience, ça peut vraiment vous faire gagner en productivité. Tout à fait. Je te rejoins là-dessus. C'est le conseil que j'aurais donné aussi. Et en parlant de conseils, j'ai une question presque philosophique. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt dans ton parcours? Un conseil qui t'aurait peut-être empêché de faire plein d'erreurs? C'est une question que je pose à chaque invité. Ouais, je sais pas si j'ai une réponse. Moi, c'est simplement de se lancer. Alors là, ça dépend des personnalités des gens, mais parfois, tu sais, on réfléchit beaucoup. Est-ce que je vais commencer à partager mes connaissances sur LinkedIn ou peu importe le biais que vous choisissez à travers des conférences ou autres. C'est juste, vas-y, lance-toi et regarde ce qui se passe. Voilà, je pense que j'aurais bien aimé ça. J'aurais bien aimé avoir ce conseil-là de ne pas trop réfléchir et juste faire et puis voir ce qui se passe. Top. Il ne faut pas overthink, comme ils disent. Exactement, voilà. T'as bien résumé. Ok, on s'approche de la fin. Il me reste 3 dernières questions. Ok. Alors, la question que je vais te poser, encore une fois, c'est une question que je pose à chaque invité, et j'aimerais que tu te prêtes au jeu de nous raconter une anecdote marquante liée à ton parcours. Vraiment, ça peut être n'importe quoi, une anecdote que tu aimerais bien partager avec la communauté. Ouais. Alors, une anecdote que je voudrais partager, c'est que j'étais en France précurseur dans l'IA. Je sais pas si je peux le dire comme ça, on va le dire comme ça. Précurseur dans l'IA parce que en 2020, j'ai eu la chance
de contribuer à l'écriture d'un cours, d'un MOOC. Tu vois ce que c'est un MOOC? Ouais, C'était beaucoup la mode des MOOC à l'époque. J'ai la chance tout d'être à fait. un co-auteur d'un MOOC sur l'intelligence artificielle qui s'appelait Objectif IA, qui s'appelle encore Objectif, qui existe encore, qui s'appelle Objectif IA, et qui était propulsé par Open Classrooms et plusieurs think tanks, Ouais, donc plusieurs organisations. Et à l'époque, c'était de dire, on est vraiment avant ChatGPT, je sais pas si les gens, c'est la préhistoire, hein, c'est en 2020. bien sûr. Il Et n'y à avait pas le Covid. l'époque, il y avait pas, voilà. À l'époque, c'était de se dire, ouais, on parle de machine learning, on parle de deep learning, on parle de voitures autonomes. Dans tous nos services du quotidien, il y a de l'IA, mais on le voit pas. Donc dans Amazon, dans Netflix, partout il y a de l'IA, on le voit pas. Et donc déjà, les institutions s'intéressaient à ce sujet. L'État, évidemment, qui a mis toutes sortes de régulations qui sont aujourd'hui parfois contestées. Euh, et donc voilà, avant l'IA, j'ai la chance d'avoir participé à ce cours qui était un peu juste avant la vague ChatGPT en fait, donc c'est ça qui est intéressant. Et voilà, je raconte cette anecdote parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu les stats de ce truc-là, et il y a 200 000 personnes qui ont passé la certification. Donc il y a des millions de gens qui ont vu le cours, il y en a 200 000 qui ont eu la certification, donc c'est assez incroyable. C'est pas encore les chiffres que j'ai sur ma plateforme Data Coach, mais mais voilà, c'est cool. D'ailleurs, si vous voulez aller voir Objectif IA. Et c'est un cours sur l'évolution de l'IA en partant de machine learning, vraiment en partant des débuts jusqu'au Ouais. LLM aujourd'hui maintenant. Voilà, Benjamin, précurseur Mm. de l'IA qui annonçait déjà la grosse vague plusieurs années avant l'arrivée de ChatGPT. Mais c'est vrai que c'est fou que, bah, en vrai, enfin, tout le monde aujourd'hui a l'impression que toute cette effervescence pour l'IA a démarré à partir de l'arrivée de ChatGPT. Et c'est vrai, hein, il y a eu cette effervescence pardon, qui est apparue. Mais avant ça, on faisait déjà pas mal de choses super intéressantes avec l'IA qui étaient juste pas documentées, qui n'étaient pas dans les médias. Et moi, je me rappelle que dans le développement logiciel, dans ma première expérience professionnelle, voilà, on faisait déjà pas mal de choses super intéressantes côté IA avant l'arrivée de ChatGPT. Ouais, Et voilà, c'était avec les gros modèles de machine learning, exact. Mm. tout écrit en Python. Et voilà. Merci pour cette anecdote. Je la connaissais pas, j'ai jamais entendu parler de ce de ce MOOC. Enfin, c'est vrai que tu m'as rappelé de bons souvenirs là avec ce mot-là, le MOOC. Mm. Parfait. Alors, j'ai mon avant-dernière question, je voulais te demander, est-ce qu'il y a une ressource ou même des ressources que tu pourrais recommander aux auditeurs pour en apprendre plus, que ce soit sur Power BI, sur l'IA? Ça peut être même n'importe quoi, hein, ça peut être du développement personnel, un blog, un livre, un créateur de contenu à suivre. Est-ce qu'il y a des recommandations que tu aimerais faire aux auditeurs? Ouais, alors bah, là, ce qui est fascinant, c'est que dans le monde de la data, il y a tellement de choix par rapport à quand on s'est formé il y a quelques années. Euh, alors moi, j'ai une recommandation qui est assez, comment dirais-je, assez mainstream, assez standard, qui est de dire, vous cassez pas la tête, allez lire la documentation, faites partie de ces rares personnes qui vont sur Microsoft Learn. Est-ce que vous avez déjà allé sur Microsoft Learn? Et bien en fait, sachez que vous avez tous les cours. Bon, je pense que tu connais ça, Michael, sur tous les cours sur Microsoft Learn, sur Power BI, sur Fabric. Donc c'est une recommandation assez basique, mais de ce que je vois quand je donne des cours, il y a peu de gens qui vraiment exploitent cette plateforme. Et sachez que beaucoup de cours, en fait, que vous suivez dans des organismes, etc., sont juste dérivés de Tout à fait. Microsoft Learn, sont juste des Microsoft Learn qui est mis sous forme de slide. Et donc, profitez de ça parce que vous avez littéralement toutes les solutions Microsoft gratuitement, avec des labs, avec même des machines virtuelles qui sont mises à votre disposition pour pratiquer. Enfin, c'est assez incroyable si vous voulez vous former par vous-même. Et d'ailleurs, ce même Microsoft Learn, on y a accès pour les certifications, Microsoft, notamment les certifications de niveau associate. Donc ça peut être super intéressant de juste maîtriser un peu la plateforme, comment ça marche. Parce que pendant les certifications de niveau associate, je précise, c'est pas tous les certifs, on y a accès. Donc ça peut être intéressant, voilà, de maîtriser au moins la plateforme parce que, bah, vous pouvez,
trouver des informations intéressantes pendant que vous passez vos certifications. Donc là, je parle pendant l'examen, hein, on a une Ouais. petite fenêtre Microsoft Learn. Mm. Ok. Et tu as d'autres recommandations peut-être à part ça? Alors, bah après, ça va dépendre de les formats que les gens aiment. Si les gens Ouais. aiment aller sur YouTube, bon, il y a vraiment des incontournables que vous allez facilement trouver. Par exemple, Benjamin Eisenberg. Non, je rigole. Non, Non, mais c'est il y a vrai. des, il y a des et faut quand même avoir l'objectivité de dire qu'ils sont souvent anglo-saxons, ils sont souvent Ouais. anglophones. Donc il y a plusieurs chaînes comme SQL BI qui sont incontournables, que vous allez facilement. Vous allez sur YouTube, vous tapez Power BI, vous triez par chaîne, vous abonnez aux 10 incontournables. Je vais pas tous les mentionner. Et voilà. Et puis sur YouTube, maintenant, il y a même la traduction sur les nouvelles vidéos pour les gens Ouais. qui souhaitent regarder en français. Et après, bon, sur les ressources, on pourrait passer beaucoup de temps. Moi, je recommanderais quand même un livre. Voilà, de prendre un livre, par exemple, le guide définitif du DAX, que tu dois connaître. Ouais. Euh, Classique. pour les gens qui aiment bien lire, prenez-le, c'est un gros ouvrage. Vous n'êtes pas obligé de le lire en entier, mais ça vous force vraiment justement à développer une approche conceptuelle et pas juste je copie-colle un bout de code que j'ai trouvé sur un blog post ou maintenant dans différents outils. Mais on déroule, ils ont ce génie de prendre des cas, de les dérouler, de présenter des cas limites. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez faire du deep, descendre deep dans les sujets, bah, en vrai, il n'y a rien de mieux qu'un livre. On peut se poser, on peut prendre le temps sur une page, Ouais. on peut rester 15 minutes sur une page et vraiment creuser les sujets. Et malheureusement, aujourd'hui, on est à l'ère du TikTok où on veut la réponse en 1 minute. Bah, prendre le livre, il y a une minorité de gens qui vont faire cet effort. Et évidemment, je vous recommande de le faire. Top. Tu parlais à l'instant du fait que c'est beaucoup, enfin que les créateurs de contenu dans ce domaine-là sont beaucoup des créateurs anglophones. Moi, quand je voulais apprendre le DAX il y a quelques années, en effet, tu étais la seule personne, francophone qui en parlait, je crois, sur YouTube. Tu as peut-être été un précurseur là-dessus avant d'être précurseur sur l'IA, peut-être? Et c'est vrai que moi, c'était comme ça que j'étais tombé sur ta chaîne il y a plusieurs années. C'était parce que, bah, je cherchais à apprendre le DAX et que tu étais, je crois, la seule ressource en français? En tout cas que Bah, moi ça j'avais se peut. trouvé. Bah, il y a maintenant quelques acteurs, quelques créateurs francophones là qui existent et c'est génial, mais malheureusement très peu si on compare à tout ce qui existe côté Ouais. anglais. Mm. Et surtout pour l'époque Mm. où moi j'avais commencé. Mm. Parfait. Merci Benjamin pour ces recommandations. Donc voilà, je pense que c'est de très bonnes recommandations que je vous recommande d'aller voir parce que en effet, c'est pas mal de contenu très solide. Et pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Benjamin, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient prendre contact avec toi? Principalement sur LinkedIn. Donc, Ouais. je partage beaucoup de contenu sur LinkedIn et aussi ma messagerie est ouverte. Donc, si vous voulez discuter, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, également sur YouTube. C'est les 2 plateformes principales que j'utilise. Tous les liens seront dans la description, bien sûr. Je vous recommande vraiment de suivre Benjamin. Moi, ça fait déjà plusieurs années maintenant que je suis ton contenu, surtout sur YouTube à la base. J'ai commencé sur YouTube et puis après, quand je m'étais un peu plus lancé sur LinkedIn, j'ai pu suivre ton contenu sur LinkedIn. Et voilà, tu partages pas mal de contenu super intéressant, d'où le fait que je voulais t'inviter dans ce podcast. Et bah, encore une fois, je suis super content que tu te sois prêté au jeu. C'était vraiment cool. On a pu discuter de plein de sujets différents. Avec Et plaisir. Merci pour l'invitation. Super intéressant. merci à toi. Donc encore une fois, les liens pour contacter Benjamin seront dans la description. Et voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça aura été intéressant. De mon côté, j'ai vraiment adoré cette discussion. On a pu échanger sur plein de sujets différents, avoir le point de vue de Benjamin sur de nombreux sujets super intéressants et importants pour la suite de ce qui va arriver dans le monde dans lequel on travaille. Donc pas mal de choses très vertigineuses. Faut s'accrocher, mais qui sont quelque part fascinantes. Voilà, merci à tous et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. Salut à tous.